14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Souvent, femme varie. C'est une phrase qu'on entend très souvent et je dois dire que c'est assez juste. Dans la deuxième heure, d'ailleurs, Paul Devendre viendra nous parler des vagues émotionnelles des femmes et on verra ce qu'il en est, évidemment. Mais plus sérieusement, je vous propose qu'on examine quel rôle jouent les hormones sur l'humeur des femmes. On sait bien que suivant le moment du cycle, la femme a des états d'âme différents et peut-être qu'après la ménopause, tout ça est un peu plus stable. C'est Christian Jamin qui est avec nous. Alors, il est à la fois gynécologue mais également endocrinologue. Donc spécialité qui consiste à mieux comprendre l'action des hormones. Alors sur notre humeur, certes, mais peut-être aussi sur notre poids. En tout cas, on va évoquer tout ça, les humeurs des femmes. Et c'est vrai que moi-même étant une femme, je reconnais que parfois, je suis peut-être d'une humeur plus changeante que les hommes. En tout cas, si vous avez l'impression que votre humeur varie et que vous avez envie de mieux comprendre, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre et on va en parler ensemble. Notre numéro 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin. Bonjour Brigitte. Vaste sujet. Vaste sujet et pour tout vous avouer, j'avais juré que je n'en parlerai jamais dans les médias. Eh bien voilà. Je vous ai travaillé au corps. C'est un sujet délicat, c'est un sujet explosif qu'il faut prendre avec le recul nécessaire, qu'il n'y ait pas de sentiment d'ostracisme, de rejet, de quoi que ce soit. Et donc, mon métier, c'est les hormones, comme vous l'avez dit, et donc je me suis un jour intéressé à ce sujet. J'y ai beaucoup réfléchi, j'y ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, et donc je suis arrivé à ce qu'on va se dire cet après-midi, mais encore une fois, il faut pas prendre ça au premier degré, c'est-à-dire que il faut pas voir ça comme une tare, il faut voir ça comme une réalité, c'est-à-dire qu'il faut savoir... Bien sûr. Une femme, c'est différent d'un homme, déjà. Voilà. Je crois qu'il faut oser le dire. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'est pas égaux, mais on est différents. Et je pense que... Alors, il y a déjà le fait que peut-être qu'on est plus en relation à nos émotions que les hommes. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais est-ce que... Et c'est tout le sujet aujourd'hui, et merci d'avoir accepté. Est-ce que, en effet, suivant le cycle, on traverse des humeurs différentes? Est-ce que c'est donc médical, biologique ou psychologique, ou enfin un vaste débat, quoi? C'est les deux. Et ça a un nom scientifique qui s'appelle la ce qui veut dire anormal, phorie, ça veut dire humeur. Pré-menstruel, ça veut dire avant les règles. Et donc, il y a des tas d'études très sérieuses, pas d'études françaises. Les Français se sont jamais intéressés à ce sujet. Il y a des études américaines qui ont classé ça dans certaines formes de dépression. Ils appellent ça le DMS5. Et cette dysphorie prémenstruelle touche 70% des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des fluctuations de l'humeur où on est moins bien à tel moment du cycle que d'autres. Mais bon, ça, j'allais dire que c'est la réalité, c'est la vie, c'est Madame tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça atteint le niveau d'une maladie dans 6 à 8% des femmes. C'est-à-dire qu'il y a 6 à 8% des femmes qui vivent une vraie difficulté de la vie, une vraie difficulté de la enfer, vie, quoi, avant leurs règles. Et il faut savoir, par exemple, que le taux de suicide chez les femmes est beaucoup plus élevé en deuxième partie de cycle qu'en première partie de cycle. Donc c'est pas un sujet pour rire et c'est pas un problème de couple banal. Encore une fois, c'est physiologique, mais ça atteint le pathologique chez près de 8% des femmes. Ce qui n'est pas rien. Et donc, il y a vraiment... on sait d'ailleurs que on sera plus active et dans l'envie de faire des choses en début de cycle qu'en fin de cycle, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de femmes ont ressenti. Mais alors la question, est-ce que une fois ménopausée, tout ça se régule ? Alors oui et non. Parce que la ménopause c'est autre chose. On en a déjà parlé ensemble. Donc il y a d'autres troubles au moment de la ménopause dont on a déjà parlé. Non mais une fois que la ménopause est installée, il y a plus ces fluctuations.
On est d'accord. Mais il y a d'autres symptômes psychologiques liés à l'image même de la ménopause. On en a déjà parlé ici. Et donc, il y a une étude américaine relativement récente qu'on m'avait demandé de commenter dans les médias. C'était, est-ce que vous savez à quel moment les femmes se sentent le mieux? Silence dans la salle. Eh bien, au moment de l'ovulation, je suppose. Pas du tout. Non. Au moment des règles. Ah bon. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il y a cette chape hormonale de la deuxième partie de cycle qui se lève un peu comme le soleil, et donc le moment où les femmes sur le plan psychologique se sentent le mieux, c'est au début des règles. Même si elles ont une contraception comme la pilule. Alors ça c'est un autre sujet. Là vous avez mis le doigt là où il fallait pas. Si je puis me permettre. Excusez-moi, je suis là quand même pour essayer qu'on parle de vrai sur Sud Radio. Parce que ça c'est un autre sujet dont je pense on va parler, c'est-à-dire est-ce que la pilule a une influence sur l'humeur? Alors en France, on l'a nié pendant très longtemps, et probablement que oui, et que ça dépend du type de pilule. Alors ça va être un peu plus technique. Et donc, mais alors ça voudrait dire que si on a vraiment ce problème qu'ont 10% des femmes, peut-être c'est bien de leur donner une pilule déjà. Alors ça dépend laquelle. D'accord. Il y a pilule et pilule, parce que je ferai un petit cours d'hormonologie tout à l'heure pour expliquer la différence entre les hormones, les pilules, la sécrétion naturelle de progestérone, etc. Donc c'est un sujet chaud, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui est peu admis et difficile à explorer, parce que il n'y a pas quelque chose à mesurer de très facile. Mais c'est un sujet passionnant, et c'est un sujet dont beaucoup de femmes souffrent énormément. Énormément. Oui, bien sûr. Et puis c'est compliqué aussi parce que ça fait souffrir le couple. Ça peut même provoquer des vrais conflits dans le couple. Absolument. Et il m'arrive très souvent de voir des femmes en consultation qui viennent me voir. Je leur dis: mais qu'est-ce qui vous amène, madame? Elle me dit: je ne veux pas divorcer. Mais je dis: je peux pas être partout, madame. Eh ben, pas du tout. C'est que effectivement, à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, le soleil se lève après les règles, eh bien, on est conscient de ce qu'on a fait vivre à l'autre. Et j'ai vu l'autre jour une femme qui avait un poste très important dans professionnel, et qui m'a dit qu'elle avait été obligée de quitter son boulot parce que elle savait elle-même qu'elle ne pouvait pas contrôler son humeur vis-à-vis du personnel à certaines périodes du cycle. D'accord, donc ça les rend quoi? Ça les rend colériques, énervés, agressifs? Il y a deux types. Il y a la dysphorie vers le bas, si je puis dire. Donc dépressive, oui. Plutôt dépressif. Et puis la dysphorie de type agressif, de type où on a du mal à se contrôler. Mais ça survient pas chez tout le monde. Ça survient souvent sur un terrain un peu fragilisé. Et donc quand on interroge correctement les femmes, on s'aperçoit que ce type de problème, j'allais dire pathologie, ce type de problème survient sur des terrains fragiles. Bien sûr, on peut le comprendre. Comme d'habitude, si je puis dire. Évidemment, dès qu'on est fragile, on va plus facilement subir ce genre de choses. Bon, on va faire du cas par cas. Je pense qu'on va avoir des appels là aujourd'hui. Mais on en a toujours d'ailleurs. Mais là, on va en avoir. Bon, en tout cas, on va faire du cas par cas, puisque on l'a bien compris. Pour chaque femme, c'est un cas particulier. C'est Blandine qu'on retrouve dans un instant. Et puis n'hésitez pas à appeler 0823, ça y est, j'en perds, ça doit être 0826 300 300. N'hésitez pas, parce que c'est évidemment les premières qui auront appelé qui pourront passer à l'antenne. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Carrefour.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Christian Jamin et nous parlons de l'humeur des femmes. Et bien sûr, vous pouvez aussi, si vous êtes un homme et que vous avez envie de témoigner, on vous refuse pas l'antenne, évidemment. Mais pour l'instant, Christian Jamin, c'est Blandine qui nous rejoint. Bonjour Blandine. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour Blandine, joli prénom. Merci. Eh bien, écoutez, vous avez décrit ma situation juste avant. Là, c'était assez troublant d'entendre tout ce que vous avez énoncé, parce que ce fameux trouble dysphorique prémenstruel, c'est clairement ce dont là j'ai souffert. Je pense que c'est encore le cas, mais j'ai trouvé quand même une solution.
pendant des années et ça m'a vraiment conduit dans une détresse psychique mais terrible. Ça a commencé vers mes 30-35 ans. Avant ça allait, mais vers mes 30-35 ans, j'ai commencé à souffrir de périodes où je me mettais à pleurer avec des humeurs dépressives et ça a fait que de s'accentuer jusqu'à avoir des pensées suicidaires. Et puis comme c'était un moment où je me suis mise en couple avec mon conjoint que j'aimais mais éperdument, j'ai cru que c'était notre relation qui était dysfonctionnelle. Donc je repense à ce que vous disiez, docteur, avec la femme qui disait je ne veux pas divorcer. C'est vrai que moi il y avait ce truc-là, j'avais l'impression que c'était ma relation de couple en fait qui me rendait comme ça. Donc une fois par mois, vous aviez envie de divorcer, quoi. Eh ben voilà, enfin en gros c'est la moitié du mois ça allait, mais non mais c'était vraiment ça, et l'autre moitié du mois je pleurais, et de temps en temps donc j'étais au 36e dessous, et des fois c'était un dragon qui se réveillait, mais c'était horrible, et j'en souffrais, mais c'est surtout j'ai son conjoint, mais j'en suis malade de ce que j'ai pu lui faire vivre, mais sans comprendre ce qui se passait. Et on a eu un bébé, donc là parfaite accalmie, en postpartum il y a l'aménorrhée lactationnelle, donc là c'est vrai que l'allaitement m'a permis de reculer un peu le retour des cycles, donc j'ai été tranquille. Le retour de couche est arrivé, et là, ce trouble-là dépressif qui durait quand même, moi, bien 5 jours, 6 jours, même plus, des fois c'était quasiment 2 semaines, mais vraiment sur une longue période. Là, ça s'est vraiment écroulé, ça a été de pire en pire. Et donc j'en parlais à mon entourage, et eux, ils pensaient qu'il y avait un problème dans mon couple. En fait, ça a créé beaucoup de problèmes, jusqu'à ce que je réalise que j'avais aussi d'autres symptômes physiques en phase lutéale, comme ça, qui étaient assez prégnants. Et je remarquais que mon humeur dépressive, voire avec des idées morbides, ou alors très très colérique, agacée, à ne plus rien supporter chez mon conjoint, malheureusement, c'était toujours en même temps. Il y avait une corrélation. Et petit à petit, j'ai compris que c'était lié à mon cycle. Et j'ai demandé à mon médecin qu'est-ce que je pouvais faire. Alors, bon, elle pensait plutôt que j'étais un peu névrosée. Elle ne voyait pas trop. Mais on a essayé. On m'a mis sous pilule. Et là, ça y est, ça va mieux. Voilà. Donc je vais mieux. C'est ce que disait donc Christian. Il n'y a plus un seul... Oui, mais c'est ça qui est important de faire cette émission, c'est que là on voit bien, Blandine, même votre médecin, elle a pensé que c'était plutôt psychologique, alors qu'en fait il y a quand même une influence hormonale évidente. Alors, mais là c'est le jour et la nuit. Grâce à la pilule qui donc apporte une autre, d'autres hormones, je suppose, mais ça c'est Christian Jamin qui va vous répondre, Blandine, c'est pas moi. Alors, en fait, ce qui m'a attiré mon attention quand je dois dire que j'ai été, en toute modestie, un des pionniers français dans le domaine, parce que c'est très connu aux États-Unis, très peu en France. Il y a, comme vous l'avez dit, parfois des symptômes physiques qui s'associe à ça, c'est-à-dire mal au sein, jambes lourdes, etc. Mais en fait, il semble que ce soit deux pathologies plus ou moins indépendantes. Ça se passe après l'ovulation. Et qu'est-ce qui se passe après l'ovulation ? Une femme sécrète une hormone qui s'appelle la progestérone. Progestérone, ça veut dire pour la grossesse. Et cette progestérone, eh bien, on la mesure dans le sang et il n'y a aucune différence entre les femmes qui ont une dysphorie et les autres. Mais en fait, parce que tout semble se passer dans le cerveau et que le cerveau est inaccessible aux prises de sang. Parce qu'il y a une barrière qui s'appelle la barrière méningée et les hormones du cerveau, les fluctuations de l'hormone du cerveau ne se trouvent pas dans le sang périphérique. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Et il semble que cette progestérone, cette progestérone est métabolisée dans le sang pour se transformer en une autre hormone qui perturbe les régulateurs de l'humeur. Et donc là, joue souvent sur ce qu'on appelle la sérotonine, c'est-à-dire sur l'humeur. Donc il semble que ce sont des femmes qui ont une sensibilité particulière aux dérivés de la progestérone qui perturbent toute la régulation du cerveau. Et parmi cette dysrégulation, eh bien, il y a un problème de sérotonine. On en parlera probablement par le traitement tout à l'heure. Et donc, encore une fois,
ce ne sont que des hypothèses. Parce que on ne peut pas aller mesurer ces hormones dans le cerveau, donc on est obligé de faire des extrapolations, faire mais cette maladie, on ne sait même pas si elle existe chez l'animal, parce qu'on ne peut pas demander si les chiennes ou les chattes ont des variations de l'humeur en fonction de leur cycle, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir nous le confirmer. Oui, enfin en tout cas on va tous examiner nos chiennes, puisque moi je n'ai pas de chatte, mais nos chiennes, pour voir si... Mais en même temps, le cycle d'une chienne, c'est 6 mois, donc. Oui, donc c'est pas du tout le même principe. C'est pas la même chose. Et la chatte, c'est pareil, c'est 6 mois, donc. Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas mesurer tout ce que je viens de vous dire, parce que en fait, tout ça, c'est des modulations qui sont liées à ma propre réflexion, puisque on ne peut rien doser. En tout cas, Blandine, vous confirmez bien que la pilule qui a donc apporté une autre manière hormonale dans votre organisme a régulé vos sautes d'humeur, quoi. Ah mais c'est le jour et la nuit. Mon conjoint là me disait ça fait du bien là, ce calme. Parce que le pauvre, mais c'est affreux parce qu'en fait. On s'en rend pas compte sur le moment et puis quand ça va mieux justement dès que les règles arrivent, hein, vous l'expliquiez merveilleusement bien, on se dit oh là là mais non je l'aime, ça va aller, c'est juste une mauvaise passe et bim 15 jours après de nouveau ou le dragon ou l'espèce de flaque dépressive qui mais c'est invivable. Par contre, c'est vrai que ça, c'est invivable. Moi-même, professionnellement, j'ai dû me reconvertir parce que je ne pouvais pas, dans le métier que j'exerçais, c'était intenable d'être comme ça pour les. Malheureusement, le public, c'était pas possible d'avoir quelqu'un qui était pas stable comme ça. Donc, ça a vraiment des gros impacts. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça ne dure pas. C'est vraiment ça ce dont j'ai peur, parce que là, la pilule qui m'a été prescrite, étant donné que j'ai quand même la quarantaine, c'est une micro-progestative que je prends en continu, donc il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien. Mais j'ai peur qu'au niveau œstrogène, ce soit insuffisant. Donc on m'en a donné en ovule aussi en plus pour être sûr, de la colpotrophine, mais je ne sais pas si c'est suffisant ou pas. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'une fois ménopausée, vous ayez à nouveau. Alors... Même là, j'ai peur de la chute, que ce soit une accalmie temporaire, qu'en fait, ce soit pas tout à fait le bon traitement, parce que comme ma médecin semble pas très informée de tout ça, elle a peut-être pas donné la meilleure hormone, en tout cas le meilleur dosage. Vous savez que se projeter dans des peurs de choses qui vont arriver, c'est pas une bonne manière d'éviter que ça arrive. Hein. Oui. Donc il faudrait déjà que vous soyez un peu plus tranquille, là, Blandine. Mais je donne la parole à Christian, évidemment. Alors, ce que vous avez dit, c'est que vous avez été soulagé par la pilule. Alors ça va être compliqué là, parce qu'il va pas falloir qu'on donne de nom de pilules, parce que sinon je vais avoir des ennuis. Il se trouve que en réalité, micro-progestative. Oui, mais donc il y en a deux. Citez les deux, et puis comme ça. Il y en a deux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, on a eu évidemment l'idée, parce qu'on n'est pas tous débiles, de donner la pilule en se disant on va arrêter l'ovulation. C'était logique. Et la pilule, ça arrête l'ovulation. Mais le problème, c'est que les produits qui sont dans les pilules et qui bloquent l'ovulation s'appellent des progestatifs, c'est-à-dire des dérivés de la progestérone. Et on s'est aperçu que certains dérivés de la progestérone qu'on met dans les pilules arrangeaient rien du tout, et même parfois aggravaient. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur est-ce que la pilule modifie l'humeur, et pourquoi? Bien, d'abord, on a beaucoup de mal à en avoir la preuve, mais il y a progestatif et progestatif. Il y a des progestatifs qui ont l'air plutôt d'aggraver le problème et d'autres le soulager. Oui. Et parce que c'est pas les mêmes produits. Voilà. Alors, dans les micro-progestatifs, il y en a deux. Il y en a probablement un qui aggrave et un autre qui améliore. Je ne donnerai pas de nom. Inutile de me torturer. Bon, il faut faire pile ou face. Alors bon, en tout cas, vous, Blandine, vous avez le bon. Donc vous pouvez donner le nom. Visiblement, oui. Alors c'est quoi votre pilule? Oui, moi alors je suis pas sûre. Moi c'est l'optimisette, mais je suis pas sûre. Elle a d'autres effets secondaires pas très agréables, mais en tout cas sur mon humeur, elle a fonctionné. Mais c'est ce qui m'a été
voilà. Après, bon, bah, c'est pas Christian Jamin qui a donné le nom, c'est Blandine. Non, puis c'est pas forcément le bon. Donc bon, bah, écoutez. non, mais ce que je veux dire, c'est que Blandine, elle l'a pas inventé, qu'elle a été améliorée. Donc il y a probablement plusieurs mécanismes pour expliquer tout ça. C'est pas si simple. C'est donc du cas par cas. C'est du cas par cas parce que bon, ce qui vous a fait du bien, c'est de bloquer l'ovulation. Mais il y a des femmes à qui on bloque l'ovulation et ça n'améliore pas parce que c'est pas le bon produit. Non. Donc c'est compliqué. En tout cas, Blandine, ça va mieux, c'est bon signe. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Voilà, c'est vraiment le message qu'il faut vous dire tous les soirs et ne surtout pas projeter des peurs qui n'arriveront certainement pas. Pour en revenir à ce que vous disiez, ces pilules dites micro-progestatives, ou maintenant on dit plus ce mot-là, on dit POP, Progestin Only Pill, n'ont pas d'effets secondaires connus. D'accord. Donc c'est pas tout va bien. On va se retrouver pour le Love Conseil. Est-ce qu'une personne indépendante peut vivre avec une personne dépendante? Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, avec Christian Jamin, nous parlons des changements d'humeur liés au cycle chez les femmes. Venez apporter votre témoignage. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Christian Jamin, l'indépendant avec la dépendante, on dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent, certes, mais vivre avec sa copie conforme, ça peut devenir très ennuyeux quand même. Pour qu'une relation soit équilibrée, il faut en effet des points de ressemblance, mais aussi de la complémentarité. Alors, il y a des gens qui ont besoin de rêver de fusion, tandis que d'autres aspirent à des espaces plus de liberté. Donc, le besoin de dépendance ou d'indépendance est variable d'un sujet à l'autre. On dit souvent que les femmes ont plus besoin de dépendance et les hommes d'indépendance, mais bon, moi je crois qu'il faut pas généraliser trop de cette manière-là. En principe, il faut respecter ses besoins. Donc si la différence est minime, on arrivera à trouver un terrain d'entente. En revanche, si on vit avec quelqu'un qui est farouchement indépendant, eh bien, on va souffrir si soi-même on a besoin d'être très dépendant et si on a besoin d'être toujours proche de son partenaire. Et en même temps, celui qui est dépendant risque fort d'étouffer la personne qui est plutôt indépendante. Donc, on voit bien que dans un sens comme dans l'autre, c'est important de connaître son besoin, d'analyser son besoin et d'en parler avant de s'engager vraiment dans une relation. Sinon, ça peut poser des problèmes. Trop de dépendance, ça signifie peu d'autonomie. Généralement aussi plutôt une basse estime de soi et d'amour de soi, pour s'accorder du plaisir, comme si on a toujours besoin de faire avec l'autre et qu'on ne fait pas les choses pour soi-même. Bref, le lien qui réunit donc deux personnes, c'est un nœud dépendant avec un attachement positif, mais c'est aussi intéressant de voir jusqu'où on fait ce nœud, si je puis dire. Est-ce qu'on se sent attaché parce qu'on est bien avec son partenaire ou est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'être attaché à quelqu'un? Enfin bref, il y a toujours dans une relation, il peut y avoir des enjeux financiers, familiaux, enfin bref. Le bon attachement, en tout cas, c'est quand il n'y a pas de rapport de domination, de pouvoir, de soumission, et à ce moment-là, le lien se renforce. Sinon, c'est un lien qui entrave. Voilà, donc à vous d'analyser un petit peu où vous en êtes dans votre relation si vous êtes en couple. En fait, on n'est pas très loin du sujet précédent, c'est-à-dire que, en fait, des phénomènes naturels ont des répercussions différentes en fonction de son moi profond, si je peux dire. Je parle pas comme un psychiatre, mais effectivement, la dépendance c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est aussi la preuve de l'amour, mais c'est aussi un problème de dépendance, c'est-à-dire d'avoir besoin de l'autre pour être autonome. Donc oui, comme d'habitude, c'est que les circonstances de la vie s'expriment différemment en fonction de ce qu'on est de fond. Voilà, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de comprendre où on en est dans sa relation, parce que si on n'a pas suffisamment d'espace pour soi, à un moment donné, on peut rejeter l'autre, alors qu'il suffirait peut-être de reprendre un petit peu plus d'espace, quoi. Olivia, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian, Jamin. Merci de faire cette émission très intéressante sur un sujet qui touche autant de femmes. Comme vous disiez tout à l'heure en début d'émission, je pense pas que le pourcentage était aussi élevé. Mais effectivement, c'est un sujet dont on parle
je trouve. On en parle, mais il faut vraiment libérer la parole des femmes parce que... On en parle souvent avec un peu de mépris, genre t'as tes règles, comme si... C'est ça, c'est insupportable. Ouais, vraiment. Ouais, je trouve que c'est très violent. Et alors en fait, je suis tellement imprégnée de cette dynamique-là qu'en fait, moi, j'en ai jamais parlé. Jusqu'il y a quelques années, donc moi je suis menstruée depuis une trentaine d'années maintenant. J'étais réglée très jeune et en fait dès que j'ai atteint mon rythme de croisière, j'ai envie de dire vraiment à l'âge adulte, j'ai eu ce qu'on appelle le fameux SPM, le syndrome prémenstruel avec force. Et comme disait Blandine tout à l'heure, je crois qu'on va être beaucoup à vouloir témoigner aujourd'hui parce que effectivement on est nombreuses et c'est assez spectaculaire quand même. Je tenais à témoigner aussi par rapport à ça parce qu'alors à la base je suis quelqu'un de solaire, positive, dynamique, avec plein de projets, plein de sources d'épanouissement. Mais alors ce 14e jour avant les règles, au moment de l'ovulation, c'est quand même une pure dinguerie. Comment en 24 heures je peux switcher mais totalement, où ma vie, enfin j'en ris parce que maintenant ma parole s'est libérée, mais ça fait que quelques années que j'en parle. Et en fait ma vie perd tout son sens. Je ressens un vide mais abyssal. Mon métier passion n'a plus aucun sens. Mes enfants n'ont pas besoin de moi. Tout me pèse. Il y a un épuisement physique, intellectuel qui est important. Et pendant toutes ces années, j'étais persuadée que c'était psychique en fait, puisque la société a toujours véhiculé ça. J'étais persuadée que c'était moi. J'avais une baisse de mou et fallait juste me ressaisir et surtout faire abstraction. Alors, ce qu'il faut quand même encore une fois dire, Olivia, moi je vais prendre mon rôle de psy, c'est-à-dire que il y a certainement chez vous quelque chose de plus important dans l'ordre du psychisme que chez peut-être d'autres femmes, mais c'est évident aussi que le déclencheur est peut-être hormonal. Alors, c'est-à-dire honnêtement, Brigitte, excusez-moi, mais honnêtement, toute ma vie, j'ai pensé que c'était psychique, c'est-à-dire que c'était purement endogène à mon fonctionnement psychologique, etc. Alors, il se trouve que j'ai fait un travail analytique pour d'autres raisons, des raisons professionnelles, et en fait, il s'est avéré que pas du tout. Mais vraiment pas. Et ça a libéré quelque chose en moi, donc je me suis mise à en parler du coup autour de moi, pas mal de femmes, y compris ma sœur, et j'ai vu qu'on était très nombreuses et qu'effectivement dans des amis que je connaissais, on parle pas forcément de ces choses qui sont quand même assez intimes et en plus un peu tabou, de montrer sa vulnérabilité en tant que femme. C'est pas quelque chose que les femmes font ou faisaient en tout cas à l'époque. Elles le font beaucoup plus maintenant parce que la parole se libère et c'est très important de le dire, de le redire. La vulnérabilité effectivement est beaucoup moins tabou, je trouve, même s'il y a encore du travail à faire. Et je me suis aperçue que des femmes que je connaissais bien, à qui j'aurais jamais pu penser qu'elles avaient ces phases aussi que je pouvais connaître, ça m'a vraiment libéré quelque chose et je me suis autorisée en fait cette journée-là qui dure 24 heures, on va dire un jour et demi, je me suis autorisée en fait à pas être au top de ma forme. Déjà oui, le fait de savoir que c'est comme ça et puis voilà, on accepte et quand on accepte, ça va déjà mieux que quand on résiste, évidemment. Et oui, évidemment. Et c'est ça que j'aurais aimé transmettre en fait aux femmes qui se reconnaissent dans mon témoignage, c'est que ces jours-là en fait où je sais que je suis totalement down, je prends aucune décision importante parce que dans une dynamique un peu maso, je me disais évidemment c'est aujourd'hui qu'il faut que j'ai choisi de faire mes vitres ou de faire le nettoyage de printemps, qui est le dernier truc à faire dans ces moments-là. Effectivement, ces journées-là, je me mets en off total. Je coupe le téléphone. Si je peux, je me couche. Et je prends aucune décision importante et j'envisage rien sur l'avenir, etc. Et je sais que ça va passer. Mais il a fallu pas mal d'années de doutes, d'incertitudes à prendre sur moi inutilement, alors que j'aurais su ça par ce type d'émission avant, et ça m'aurait épargné cette responsabilité que je m'attribuais, qui pour le coup n'était vraiment pas liée à mon tempérament ni à mon fonctionnement, quoi. Oui, c'est d'abord ce que vous dites. Merci de le dire. Mais alors on dit ça se manifeste différemment en fonction du terrain. Oui, très souvent, en effet, ces femmes qui ont ces dysphories profondes ont des antécédents de dépression ou d'anorexie, etc. Mais en fait, c'est probable. Mais ça suffit pas à tout expliquer. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet d'une dérivée de la progestérone qui s'appelle la tétrahydroprogestérone. Et en fait, elle agit pas directement sur la sérotonine. Elle agit sur le chef d'orchestre de notre régulation cérébrale qui s'appelle le GABA. Et donc ce GABA, il agit sur plusieurs neurotransmetteurs
Et est-ce que, alors là, ce ne sont que des hypothèses, puisqu'on n'a aucune preuve de tout ça. Est-ce que ça agit différemment en fonction de l'effet de lui-même, du GABA, de la fragilité de la sérotonine et tout ça? Ce ne sont que des hypothèses et on n'a pas d'explication et on ne sait même pas pourquoi les femmes se changent différemment les unes des autres. Tout à fait, ça me parle. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est extrêmement intéressant. De toute façon, en médecine, il y a quand même aussi certains équilibres qui sont propres à chacun, effectivement, qu'on ne connaît pas. Et c'est important de le dire, parce que je précise que je n'ai aucun antécédent, ni de dépression, ni d'anorexie. Au contraire, je suis quelqu'un de très flamboyant, qui prend sur moi de manière générale, qui connaît des difficultés. Excusez-moi, mais la question que je pose, mais je la pose aussi à Christian Jamin, est-ce qu'il y a une corrélation avec sa mère, justement est-ce que, par exemple, votre mère, elle est pareille, elle est super... Pas du tout. Non. Alors, on a effectivement, les femmes de la famille, on a ce côté très dynamique, très positif. Par contre, elle, au niveau de son syndrome prémenstruel, jamais. Par contre, ma sœur, oui, pareil. D'accord. Mais donc vous êtes des femmes qui sont plutôt de bonne humeur en toutes circonstances. Oui, très joviale, très drôle. Je suis capable de faire rire tout le monde le jour d'un enterrement, par exemple. Vous voyez, c'est intrinsèque. Ça me quitte rarement. Oui, là, je botte en touche. Non, mais je botte en touche une question. Parce que je n'ai jamais lu d'études qui ont regardé très profondément si c'est génétique ou pas, s'il y a du génétique ou pas. Non, mais par exemple, on sait que beaucoup de femmes qui ont des tendances dépressives, ce qui n'est visiblement absolument pas votre cas, Olivia, ont souvent des mères qui étaient dépressives, par exemple. Et ça, on peut l'expliquer par une sorte de neurone miroir qui durant l'enfance. Mais là, donc, il n'y a pas on sait pas. Oui, mais en plus, ça dépend. Ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est ce qui survient après les règles. Mais il y a deux types de syndrome prémenstruel. Il y a le syndrome prémenstruel psychique dont on parle actuellement, et puis il y a le physique dont vous avez parlé à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont les jambes lourdes, qui gonflent, qui ont mal au sein. Alors c'est vrai qu'on le retrouve souvent chez la même tendance, mais c'est absolument pas prouvé. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont un syndrome prémenstruel physique et d'autres un syndrome prémenstruel psychique, et puis il y en a qui ont les deux. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux témoignages. Merci Olivia et merci à Blandine. Mais on a aussi quand même Christian Jamin qui nous dit on peut quand même un petit peu améliorer ça. Et déjà, le fait d'être consciente que c'est dû à notre cycle, ça simplifie un peu les choses et ça arrange un petit peu les choses. Et comme vous le dites très justement, Olivia, ces jours-là, autant être tranquille et puis se faire du bien plutôt que d'essayer de gravir l'Everest. Marie Curie a dit rien n'est à craindre quand tout est à comprendre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on explique aux femmes que c'est quasiment physiologique, c'est quand même plus agréable que de se dire qu'on a un grain. Voilà, absolument. Ça, c'est vraiment le message qu'on peut transmettre aujourd'hui. On fait une petite pause et on continue avec Sonia qui nous rejoint et qui a besoin de poser des questions aussi à Christian Jamin. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, mais surtout endocrinologue aujourd'hui, puisqu'on parle des changements d'humeur suivant le cycle. Sonia est avec nous et je crois que vous avez envie de poser des questions à Christian Jamin, qui vous écoute, Sonia. Bonjour, docteur. Bonjour. Voilà, c'est juste pour un renseignement par rapport à ma belle-sœur. Elle a pris la pilule pendant plus de 40 ans, même étant ménopausée. Et au bout de 2 ans de ménopause, quand elle a consommé tout le temps, et quand elle l'a arrêté brusquement, elle était dans un état... Allô ? Oui, on vous entend, Sonia, continue. Elle était dans un état dépressif pas possible, et on a diagnostiqué qu'elle était bipolaire. Et là, elle est tout le temps soit déprimée, mais dépressive, soit euphorique.
Oui, ça c'est c'est en effet le diagnostic d'une bipolarité, ça donc sans doute qu'elle est bipolaire. Mais vous pensez que c'est la pilule qui l'aurait rendue bipolaire? Non, qui l'a empêché de l'être puisque c'est apparu à l'arrêt. Voilà, mais elle a toujours été super bien, toujours de bonne humeur, jamais en état dépressif. Elle a eu 2 enfants quand elle voulait. C'est vrai qu'elle a eu une dépression postnatale. Mais après, ça s'est très bien passé. Oui, mais justement, au moment où elle a accouché, elle était plus sous pilule, forcément. Oui. Puisque pendant la grossesse, on ne prend pas de pilule, à ce que je sache, enfin, je suppose. Bravo, docteur Brigitte. Il se moque de moi, oui, il n'est pas gentil. Alors, je voulais dire quelque chose de très important dans ce que vous venez de dire, madame. Il ne faut pas prendre la pilule jusqu'à des âges avancés. Ou en tout cas, bien choisir les pilules, c'est dangereux. C'est-à-dire que plus on avance en âge, plus les pilules classiques donnent des thromboses veineuses, ce qu'on appelle des phlébites et des embolies pulmonaires. Donc il ne faut pas croire qu'on va soigner ces troubles de l'humeur en prenant la pilule. Certaines pilules ou la majorité des pilules à des âges avancés. Il y a des médicaments pour ça, pour réguler l'humeur. Et deuxièmement, vous avez dit aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire que vous parlez de bipolarité. Alors bipolarité, ça veut dire d'avoir des humeurs de deux extrêmes, si je puis dire. Oui. Et donc effectivement, cette dysphorie prémenstruelle est souvent confondue avec la bipolarité. Et ça n'a rien à voir et c'est pas la même maladie. Voilà. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec la pilule qu'elle a prise et tout. On a cru que c'était le déclenchement de sa bipolarité. Non. Je crois que là, on peut pas accuser la pilule de rendre bipolaire. Non seulement ça, mais des bipolarités qui se déclenchent à l'arrêt de la pilule, j'ai pas connaissance non plus. Mais tout peut exister, mais j'ai pas connaissance. Donc, 2 choses à bien retenir dans ce que vous avez dit. 1, il faut pas suivre l'exemple, il faut arrêter la majorité des pilules. Il y en a qu'on peut continuer beaucoup plus tard, mais ça c'est un autre sujet. Mais la pilule classique, ne pas la prendre au-delà de 40-45 ans. Et ça dépend du terrain. Oui, et puis je vois pas l'intérêt, une fois qu'on est ménopausé, de prendre la pilule, si ce n'est... c'est-à-dire que si, ça empêche les bouffées de chaleur, puisqu'on apporte des œstrogènes. Mais j'en vois encore, moi, des femmes qui prennent la pilule après la ménopause, et on a d'autres méthodes pour s'occuper de ce qu'on appelle le syndrome climatérique. Mais non, pas de pilule après 40 ou 45 ans, en fonction du terrain. Bon, donc ça, c'est une information claire et indiscutable. Non, mais je pense que, vous savez, Sonia, on sait très bien que alors là, on est ni psychiatre, ni Christian, ni moi ne sommes psychiatres, mais ce qu'on sait quand même par rapport à la psychiatrie, c'est qu'il y a des personnes qui vont déclencher, notamment par exemple une schizophrénie, à un moment donné de leur vie, alors que quand ils étaient jeunes, il y avait peut-être des moments comme ça d'évasion, si je puis dire, de rêverie éveillée, mais il y avait pas, on n'aurait pas donné ce diagnostic. Et puis tout d'un coup, à cause d'un événement, c'est souvent d'ailleurs un événement d'après coup, il y a un déclenchement de psychose ou de schizophrénie. Alors c'est pareil aussi pour la bipolarité, c'est pareil pour beaucoup de troubles psychiques. Mais là, je crois qu'un psychiatre peut lui donner quelque chose qui va réguler un peu plus son humeur. C'est ça. Non, elle est suivie, elle prend ses médicaments et tout. Mais moi, on a tous relié ça par rapport à la pilule, parce que dès qu'elle a eu l'arrêt de la pilule, au bout de 3-4 mois, elle a commencé à avoir les symptômes, et voilà. Je ne crois pas qu'on puisse tirer une conclusion de cette. Et puis il faut savoir, alors bon, je vais être gentil avec mes confrères, c'est que la médecine est quelque chose de tellement vaste que, par exemple, les psychiatres ne sont pas des spécialistes des hormones. Bien sûr. Les gynécologues sont des spécialistes de la gynécologie, mais pas non plus des hormones. Et les endocrinologues qui s'occupent des hormones ne sont ni psychiatres ni gynécologues. Donc, avoir une vision large de domaines aussi complexes, c'est très rare, parce qu'il faut avoir des praticiens qui se sont intéressés
à des domaines qui ne sont pas naturellement le leur. Voilà, on peut avoir des idées comme ça un peu vagues de tout, mais être spécialisé vraiment sur... Et puis je crois qu'il faut aussi, j'en profite grâce à votre témoignage, Sonia, et là je parle pas, c'est pas à vous que j'adresse ça, mais il faut faire attention aussi de pas donner... Aujourd'hui on a tendance à critiquer la pilule, à lui donner tous les mots. Moi, je voudrais quand même rappeler que grâce à la pilule, on a quand même beaucoup de femmes qui ont pu ne pas se retrouver avec 6 gosses ou obligées de faire des IVG. Donc, oui, mais la dysphorie prémenstruelle, on va peut-être en parler tout à l'heure. Il y a des discussions, allez-y. Il y a des discussions sur l'humeur et la pilule, donc ça, c'est des débats sans fin. Mais la pilule ne donne pas de dysphorie. Ben, ça, c'est clair. Et la pilule ne donne pas de bipolarité non plus. Voilà. Ça, c'est clair aussi. Et il y a d'ailleurs aussi des critiques sur la pilule qui couperaient le désir, etc. Oui. Non, ce qui coupe le désir, c'est tout d'un coup de réaliser qu'on peut plus être enceinte. Donc ça peut couper le désir, mais c'est pas la pilule qui, en elle-même, qui coupe ce désir. Et puis je peux pas être partout. Je comprends. Merci beaucoup. Non, mais je vous en prie, Sonia, et merci d'avoir témoigné. C'est important. On a besoin d'avoir des informations claires. Et puis là, vous avez donné une information claire. Pas de pilule après 40-45 ans. Ouais. Oui, mais c'est... Ou sauf là aussi, on va pas rentrer dans le débat. Il y a pilule et pilule. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais retenez que on ne traite pas la ménopause avec une pilule. Ça paraît d'ailleurs assez... En tout cas, c'est comme ça. Christian Jamin, est-ce qu'il y a une petite info que vous pouvez nous donner encore avant les infos, puisqu'il nous reste 2 petites minutes. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme info ? Ce que je peux donner, c'est que il faut écouter les gens. C'est-à-dire que quand une femme vous explique que elle est malheureuse à certaines périodes, il faut essayer d'analyser ce qu'elle dit et de savoir que c'est une vraie souffrance et que ça peut se soigner et qu'il n'y a pas de raison que tous les mois on ait peur de se faire virer de son boulot ou que son mari parte parce qu'on est odieuse. Ça existe, c'est pas si rare, mais ça peut se traiter de manière simple. Et je m'adresse aux hommes qui nous écoutent. Si vous avez remarqué que votre femme est un peu odieuse à certains moments, essayez de voir si c'est pas justement tous les 28 jours ou 26 jours. Enfin bon, bref, normalement c'est 28 jours le cycle, mais parce que peut-être qu'elle n'est pas consciente et lui faire prendre conscience, ça peut aussi l'aider à ce moment-là à se prendre en charge. Mais le symptôme évident, c'est que quand la femme se réveille au matin de ses règles, tout va bien. Et ça, c'est carrément du jour au lendemain. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais c'est après justement... Non, après, avec les règles, il y a d'autres ennuis, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Et finalement, c'est une très bonne chose, la ménopause. Hein. Ah ouais. mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus de femmes qui voudraient ne pas avoir de règles. Enfin, je veux dire, oui. Tout ça peut se comprendre. Oui, mais puis ça peut non seulement se comprendre, mais on peut les aider. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est compliqué. En tout cas, c'est quand même pas simple d'être une femme. Hein. Faut quand même bien le reconnaître, hein, franchement. Oui, je suis bien obligé de l'avouer. Oui, hein, entre le risque d'être enceinte, la contraception, la ménopause, les règles, les changements d'humeur, le fait que on subit aussi les regards des hommes sans cesse dès qu'on s'habille un petit peu trop sexy. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas simple d'être une femme. Il faut bien le dire. Hein. Oui. Probablement. Bon. Mais en même temps, c'est quand même cette capacité qu'a la femme de procréer. Et c'est quand même, on pourrait se passer d'hommes, mais on ne pourrait pas se passer de femmes, finalement. Oui, peut-être que la science nous. Enfin, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore et on n'a pas envie d'ailleurs de se passer d'hommes. Enfin, en tout cas, je pense que beaucoup de femmes... Moi, je trouve que l'entraînement a beaucoup de bons. L'entraînement, oui, on est d'accord. Bon, en tout cas, je vous propose, j'ai une petite devinette aluminium comme tout. C'est une petite fille qui part à l'école avec sa petite chatte dans son cartable, un miaou, qu'on se méprenne pas sur le mot, et elle veut pas la laisser à la maison. Pourquoi ne veut-elle pas laisser sa petite chatte à la maison? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse, Christian Jamin.
Nous parlons des changements d'humeur dus au cycle menstruel aujourd'hui avec Christian Jamin. Vous souhaitez témoigner? Notre standard vous attend, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons à évoquer les changements d'humeur des femmes, et je crois que c'est une réalité, hein, personne ne dira le contraire. C'est dû notamment aux évolutions hormonales durant le cycle, voilà. Et aux sensibilités particulières. Et aux sensibilités particulières, voilà. Ça, c'est important. Et on ne parle pas de la sensibilité des femmes, hein, on parle bien de la sensibilité aux hormones. C'est ça. C'était bien. C'est pour ça que je voulais que vous précisiez, parce qu'on aurait pu mal comprendre le sens de cette phrase. Alors, cette petite fille qui part à l'école avec la chatte dans son cartable parce qu'elle veut pas la laisser à la maison, pourquoi ? Là, je dois dire que Eh bien, tout simplement parce qu'elle a entendu son papa dire à sa maman que dès que la petite serait partie à l'école, je vais te bouffer la chatte. Voilà. Elle est mignonne, hein. Elle est très gentille. Bon, oui, elle est très mignonne. Pas tant que ça, mais ça fait rien. Virginie, maintenant, est avec nous. Bonjour, Virginie. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, moi, je voulais avoir l'avis du docteur Jamin par rapport au traitement hormonal de substitution. J'ai été ménopausée à l'âge de 34 ans, suite à une ablation totale de la thyroïde et des parathyroïdes. Et, entre parenthèses, ça a fait exploser ma vie sexuelle, mais bon, ça c'est pas le sujet du jour. C'est quand même un sujet intéressant. Ça a été merveilleux pour moi. À partir de la ménopause, ça a été extraordinaire et ça continue. 30 ans plus tard. Bon, écoutez, c'est bien. Voilà. 40 ans plus tard, pardon. Je me rajeunissais. Voilà. J'ai commencé à prendre un traitement hormonal de substitution à l'âge de 40 ans. Et je l'ai pris jusqu'à il y a 3 ans. D'accord. Donc pendant une trentaine d'années. Et puis il y a 3 ans, je suis tombée sur un médecin qui a crié haut et fort: mon Dieu, mais vous vous rendez pas compte les problèmes, nanana. Alors j'ai lu. Et les problèmes de quoi? Parce que vous avez pris très longtemps le traitement hormonal, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Okay. Lui, il trouvait que c'était pas une bonne chose. Alors j'ai passé énormément de temps à lire. Alors moi ça m'énerve déjà, un médecin qui vous donne une mauvaise prédiction. Hein, franchement, vous allez bien et tout d'un coup il y a un médecin qui vous dit: oh là là, mais vous allez être malade puisque vous avez pris. Voilà. Ça m'agace prodigieusement. Ouais. Alors moi je l'ai écouté dans un premier temps, mais je suis pas restée inactive. J'ai lu toutes les études qui étaient faites aux États-Unis, toutes les études qui étaient faites en Angleterre. Et alors, étrangement, et toutes les études qui avaient été faites en France. Et alors, étrangement, l'Angleterre, ils sont à 100% pour le traitement hormonal de substitution. Et sur toutes les études que j'ai lues, je n'ai jamais trouvé la moindre mise en garde. Preuve que c'est grave d'avoir utilisé des traitements hormonaux pendant 30 ans. Voilà, c'est ça. Aux États-Unis, ils sont partagés. Je dirais que c'est du 50-50. Par contre, en France, c'est 80% sont contre. Il y en a très peu qui disent c'est OK. Et moi, pendant 6 mois où je ne l'ai pas pris, j'ai assisté à un cataclysme. Déjà au niveau du visage, les traits se sont affaissés, je ressemblais plus à rien. Et alors l'humeur, n'en parlons pas. Et là, je me suis dit, je préfère vivre beaucoup moins longtemps, mais bien, plutôt que plus longtemps et mal. Donc je voulais savoir ce qu'en pensait le docteur Jamin. Bon, eh bien, on va peut-être doubler le temps de l'émission. Parce que, j'ai 3-4 petites remarques à faire. D'abord, la thyroïde et la parathyroïde n'ont rien à voir avec la ménopause.
Ah bon? Donc, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, ouais. C'était autre chose. J'ai pas d'opinion, il faut juste vérifier, mais il faut savoir que c'est pas parce que vous avez un problème thyroïdien que vous allez être ménopausé. Cela dit, il y a des femmes qui, à 34 ans, sont déjà ménopausées. Alors ça, c'était la deuxième remarque. Pardon, excusez-moi. La deuxième remarque, c'est qu'une ménopause précoce, on appelle ménopause précoce avant l'âge de 40 ans. Donc ça mérite un traitement sans discussion. Et ce traitement doit être poursuivi au minimum jusqu'à l'âge normal de la ménopause, c'est-à-dire 50 ans. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Il faut ne pas laisser les femmes sans hormones trop tôt dans la vie. Ça augmente l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires, et ça, c'est indéniable. Maintenant, en ce qui concerne les traitements, il y a plusieurs types de traitements, et je dois dire que dans ce domaine, les Français ont été en pointe et ont eu raison avant tout le monde et continuent à avoir raison avant tout le monde. Les Français préfèrent les hormones naturelles parce que les progestatifs artificiels augmentent le cancer du sein, ce qui n'est pas le cas jusqu'à preuve du contraire avec la progestérone naturelle. Deuxièmement, les œstrogènes qu'on apporte avec la progestérone peuvent s'apporter soit sous forme cutanée, soit sous forme orale, et quand on prend des formes orales après l'âge de 50 ans, on augmente son risque de phlébite, de thrombose veineuse. Donc c'est les Français qui ont raison avec leurs hormones cutanées naturelles. Donc les Français ont beaucoup d'avance sur le reste du monde dans ce domaine, et il ne faut pas lire ce qu'on lit dans les études américaines qui ont été faites avec des traitements que je n'utiliserai jamais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à Virginie? Elle peut reprendre son traitement? Alors, le problème... Ah non, je l'ai repris, Oui, j'ai bien compris, mais vous avez bien raison. Mais alors, on dit que on ne commence pas un traitement hormonal dans les 5 à 10 ans après la ménopause, c'est-à-dire qu'il vaut mieux traiter d'emblée. Tout de suite, donc dès la ménopause. Alors le chiffre de 5-10 ans, ça varie beaucoup, et puis ça dépend beaucoup probablement du type d'hormone. Donc la durée du traitement a été basée sur des études américaines, donc non applicables avec ce qu'on fait en France. Je crois qu'il va... Mon petit doigt m'a dit qu'il va y avoir des recommandations officielles dans les jours qui viennent pour changer tout ce qu'on dit jusqu'à présent par le ministère de la Santé française. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et en général, mon petit doigt est bien informé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas de traitement hormonaux substitutifs parce qu'elles ont peur que ça provoque le cancer, etc. Oui. Alors que ça a des avantages. Non, puis c'est pas les mêmes hormones. Les études, j'entends bien sûr. Les études qui ont été faites avec ça ont fait qu'on a totalement changé notre façon de voir les choses. Et donc aujourd'hui... jusqu'à preuve du contraire, les œstrogènes n'augmentent pas le risque de cancer du sein après la ménopause quand ils sont seuls. Ce qui augmente le risque de cancer du sein, c'est le type de progestatif qu'on utilise avec et qu'on n'utilise pas en France. Donc tout va bien, Virginie. Continuez à vous éclater. Merci. Non, mais c'est important parce que, encore une fois, votre témoignage va peut-être permettre à certaines femmes d'être mieux, parce que c'est vrai que... Oui, parce que tout le monde dit il faut pas plus que 5 ans. C'est basé sur rien. C'est basé sur des études américaines avec des traitements qu'on n'utilise pas. Donc c'est faux. Et s'il y a des médecins qui nous écoutent, qu'ils entendent l'information, elle est importante parce que, oui, quand on est ménopausé depuis très très longtemps, si on n'a pas de traitement, on a une peau qui se dessèche, on a une sécheresse vaginale et on risque l'ostéoporose, oui. Et les infarctus. En plus. En prime. Oui. Bon, donc ça vaut le coup de prendre un traitement. De toute façon, alors vous savez, Virginie, je vous fais un petit aveu comme ça, mais on parlait avec Christian Jamin l'autre jour et il a dit une chose que j'ai trouvée très très juste. Quand on vieillit, on prend des médicaments. Si on veut pas prendre de médicaments, il faut mourir jeune. Et j'ai trouvé que c'était une très très jolie phrase et qui nous donne finalement bien confiance dans les médicaments qu'on prend quand on avance en âge. Exactement. Pas vous, Brigitte, vous êtes jeune éternellement. Oui, moi, bien sûr, je suis jeune éternellement. Moi, je suis bon, enfin bref. Non, mais vous voyez, d'entendre ça, Virginie, on prend son petit traitement avec beaucoup plus de plaisir encore, hein? Parce qu'on est en vie et dans le désir, voilà.
Tout à fait, oui, Bon. oui. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Et je Virginie. suis d'accord avec le docteur Jamin, la vie, le temps n'a pas de prise sur vous. Depuis des années, je vous vois et vous êtes toujours aussi jeune. Merveilleux. Ah, bah, Vous parlez écoutez, de Brigitte ou de moi? Non, de Brigitte. Je disais que vous aviez raison tout à l'heure, oui. Quand bon, vous avez fait un merci. compliment. Merci Je vous en Virginie, prie. merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, et vos questions pour Christian Jamin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous et nous évoquons donc l'influence des hormones. Et vous êtes, je le rappelle, endocrinologue. C'est la spécialité de la personne qui travaille sur les hormones. Juliette nous rejoint. Bonjour Juliette. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Oui, moi le sujet me parlait vraiment totalement parce que depuis à peu près 5 ou 6 ans, je prends plus du tout de contraceptif suite à la vasectomie de mon mari, donc super, au départ formidable parce que génial, je retrouve un peu mes cycles justement, je retrouve le naturel, je retrouve tout ce qu'on peut imaginer qui est sympa à se réapproprier dans son corps à ce moment-là. Et puis de toute façon les contraceptifs ne m'ont jamais très bien convenu, donc c'était top. Mais par contre j'ai aussi découvert justement ce côté cyclique à 100%, qui fait que en gros dans les 15 premiers jours, c'est comme disait l'auditrice d'avant, c'est super, je vole, rien ne m'arrête. Et puis à partir du 15e jour, c'est une longue mais sûre descente jusqu'aux enfers. Bon. Et là, on est dans les 15 meilleurs jours ou pas, Juliette? Là, on est à J1, justement. Donc j'espère qu'on redémarre à fond parce que justement les règles viennent juste d'arriver et c'est reparti pour un tour. Bon. Mais voilà, je sens vraiment arriver les règles, de manière, c'est à la fois psychique et physique. Vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui ont mal au sein et d'autres qui vont pas bien dans la tête. Moi, c'est les deux. C'est-à-dire que je commence à ressentir aussi dans le corps ce qui va pas super dans la tête. Et puis vraiment, les 2-3 jours avant, il faut pas que je regarde un film romantique, sinon c'est sûr que je passe la boîte de mouchoirs très facilement. Donc voilà. Et très bizarrement, c'est assez rigolo. Vraiment juste la veille de l'arrivée des règles, je sais pas pourquoi, il y a une petite remontée de libido soudaine qui où on se dit tiens, voilà, aujourd'hui finalement je vais pas si mal que ça. Et puis paf, comme par hasard, le lendemain c'est parti quoi. Donc à chaque fois avec mon mari, on se dit on a bien fait d'en profiter hier puisque aujourd'hui c'est plus compliqué. Oui. C'est ça. Voilà. Donc je réponds parfaitement au stéréotype et du coup ce qui m'intéresse c'est comment on fait pour s'en prémunir entre guillemets. Si vous dites qu'il y a des petits traitements simples, je suis preneuse. Alors d'abord, bravo, parce que cette notion du jour au lendemain, toutes les femmes le disent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se réveille dans une autre peau. Oui, tout à fait. Le jour des règles ou la veille des règles, au moment où les hormones s'effondrent, avant de donner la place aux règles, où en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humeur est bien meilleure. Mais comme vous l'avez dit, pas de chance, c'est le moment où on en profite le moins. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, pour ce qui est des traitements, je vais essayer de le faire simple. Et je vais parler de travaux personnels qui n'ont pas les autorisations sur le marché officiel, je tiens à le dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le trouble de l'humeur a été attribué à des fluctuations de la sérotonine. Donc les Américains qui ont été pionniers dans ce domaine et qui le sont toujours, ont proposé d'utiliser des médicaments qui augmentent le taux de sérotonine dans le sang. Et donc ça s'appelle des antidépresseurs ou encore des IRS qui augmentent le taux de sérotonine. Alors, la façon classique, c'était de prendre un comprimé de ces antidépresseurs. Et puis, il y a eu des travaux qui ont montré que si on prend ça uniquement après l'ovulation, on a à peu près les mêmes effets.
Donc, mais alors ça, les psychiatres, les amis psychiatres sont pas habitués à ce type de traitement. Ils nous disent qu'on rêve, que c'est des traitements qu'il faut prendre en continu, alors que nous, on dit qu'on peut les prendre que 15 jours par mois. Ce qui est toujours mieux. Qui est toujours mieux. Alors bon, après, il y a eu des études randomisées, double aveugle, de qualité, qui permettent de le dire. Mais nous avons une petite discordance d'analyse avec nos amis psychiatres sur ce domaine. Est-ce qu'on n'a pas un risque de dépendance, justement, de tomber dans je ne suis pas psychiatre, donc la notion de dépendance des antidépresseurs, c'est pas mon domaine. Tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, si on peut le prendre que 15 jours par mois, c'est mieux que de le prendre tous les jours. C'est à peu près la seule, mais c'est très empirique ce que je dis. Et en tout cas, les études vont dans ce sens-là. Et peut-être une petite dose, et puis essayer avec une toute petite dose pour voir si ça... Je ne sais pas, parce qu'on donne un comprimé, donc c'est difficile de donner moins. L'autre façon d'aborder le problème, de dire que si c'est lié à l'ovulation, il faut arrêter l'ovulation. Et donc, pour arrêter l'ovulation, il faut prendre ce qu'on appelle des pilules, mais il y a plein de sortes de pilules. Et donc là, il n'y a plus d'ovulation, sauf, je l'ai dit tout à l'heure, que certaines femmes sont sensibles à certains composants de la pilule qui fait que ça va pas mieux. Et donc, il est possible... Encore une fois, les travaux ne sont pas achevés pour le prouver de manière définitive, que certains types de pilules font mieux que d'autres. Mais pour l'instant, les preuves réelles n'existent pas encore, même si on a tendance à le faire, parce que c'est des produits qui sont bien tolérés. Donc si on résume, soit un antidépresseur pendant 15 jours, soit reprendre la pilule, en fait. Certaines pilules, oui. Certaines pilules, voilà. Oui, mais alors, couper l'ovulation, est-ce que ça risque pas de me faire passer à côté, justement, de ces premiers 15 jours qui sont plutôt fastes et super agréables, quoi. Ah non, parce que ce que j'ai expliqué, c'est que ce qui est mal vécu, c'est la progestérone. Donc si on vous bloque l'ovulation et qu'on vous utilise les bons produits, on ne fait pas disparaître les œstrogènes et vous restez jeune, frêle et pimpante. Merci. Et voilà, il suffit de proposer ce genre de solution à son médecin et il aura peut-être une oreille attentive, ou ça risque d'être pris pour de la folie. C'est-à-dire que c'est des notions qui sont, j'allais dire, très spécialisées, et donc il faut tomber sur des médecins qui se sont intéressés au sujet. En tout cas, ou un médecin qui est suffisamment ouvert à quelque chose qu'il ne connaît pas, ce qui n'est pas le cas de tous les médecins, on est bien d'accord. Mais il y a des médecins qui, heureusement, sont des gens qui sont intelligents et qui savent... Oui, mais les autres sont pas moins intelligents, c'est qu'ils s'intéressent à des choses différentes. Oui, non, mais je me mettais pas mal avec mes confrères. Non, c'est pas vous, c'est moi qui le dis. Non, mais je veux dire, il y a toujours dans toutes les professions, il y a ceux qui sont persuadés qu'ils savent tout et qui sont fermés à toute nouveauté, et puis il y a ceux qui sont toujours prêts à être ouverts à quelque chose qu'ils peut-être n'avaient pas encore découvert. Voilà, c'est tout. C'est juste ça que je dis. Donc Juliette, si vous tombez sur un médecin qui est fermé, vous allez en voir un autre, et puis c'est tout. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois. Et en traitement naturel, vous avez des pistes, des choses, j'en sais rien, des aliments à privilégier, des choses qui permettent... Vous savez, bon, alors là, on va rentrer dans un autre sujet, c'est-à-dire que tout le monde parle du naturel aujourd'hui. Alors, la nature, c'est quand même ce qui a inventé les maladies et la mort. Donc, le rôle du médecin n'est pas de suivre la nature, c'est d'en corriger les défauts. Donc, je suis peut-être provocateur, mais... non, c'est une réalité. On peut améliorer certaines choses par la nourriture, le mode de vie, la nutrition, etc. Mais quand on est vraiment malade, il faut utiliser... Voilà. Après peut-être qu'une petite thérapie peut vous aider à mieux gérer. Mais bien sûr. Avec, je sais pas, moi, ça c'est toujours... Parce que en effet, c'est quand même psychiquement quelque chose qui... Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est votre psychisme qui vous rend comme ça. Je dis que en effet, votre cycle, à un moment donné, vous rend comme ça, et peut-être que un travail psy peut vous aider à compenser. Déjà le fait de comprendre et d'accepter, en général, ça va un petit peu mieux. On le sait. Ça, oui, tout à fait. Voilà. Il m'a fallu quelques années quand même pour comprendre que ça venait du cycle et que c'était pas moi qui... Déjà, c'est moins difficile. Et puis la force du cerveau sur le corps est extraordinairement importante. Parce qu'on parle toujours de la psychosomatique, mais c'est l'inverse, c'est vrai aussi. Absolument. C'est-à-dire que si on vous aide
à prendre conscience de votre corps et si on vous aide à prendre des bonnes décisions, parfois et souvent même, on n'a pas besoin de médicaments. Donc, mais par exemple, peut-être que la méditation peut vous aider. Voyez, enfin, oui, tout à fait. La relaxation, peut-être sauter à la corde. Enfin, je dis n'importe quoi là. Non, mais voyez, Juliette, c'est aussi de prendre en compte plus sérieusement ces moments où vous. Et puis en plus, vous le sentez bien et vous êtes lucide. Donc, vous pouvez peut-être faire quelque chose de manière très concrète. Oui, et se l'autoriser aussi, un point que je trouve important, c'est le fait de le comprendre et le comprendre à deux, et que dans le couple, le conjoint soit aussi parfément conscient de ça. Voilà, il peut vous faire un massage, et ça va déclencher de l'ocytocine, et peut-être que l'ocytocine va réaugmenter la sérotonine. Enfin bon, bref. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que relisez Houellebecq, sérotonine. Enfin bon, voilà. Non, mais c'est important d'en parler et merci encore une fois pour cette émission du jour parce que c'est vrai que c'est encore tabou, il y a peu de gens qui en parlent et bon, moi j'ai la chance d'avoir un conjoint qui entend ce genre de choses, mais je suis pas certaine que toutes mes copines soient dans le même cas et leur mari les trouve juste casse-bonbon pour pas être plus vulgaire que ça. Bon, toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui doivent dès ce soir en parler à toutes leurs copines. Il faut que l'information passe. Et à tous leurs maris aussi. Christian Jamin ne peut pas être partout, il l'a dit et il le redit. Et puis les médicaments naturels ou les améliorations naturelles des comportements ont un rôle majeur pour chacun d'entre nous et on ne fait appel aux médicaments que quand on a échoué par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup Juliette, en tout cas, merci beaucoup. On va se retrouver pour le Sexo Conseil, on va vous proposer un petit jeu SM, on va tester un jouet pour hommes et puis on recevra Paul Devambre également qui va nous faire sourire avec les changements d'humeur des femmes. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Jean-Jacques Bourdin. Rendez-vous demain, 7h, pour le Grand Matin Sud Radio. Je poserai toutes les questions d'actualité à mes invités, même celles qui dérangent, évidemment. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà! Comme les 4 tranches de jambon supérieur, taux de sel réduit Monique Ranou, une marque Intermarché, à 1,65 € seulement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Conservation sans nitrite, 140 grammes, soit 11,79 € le kilo. Transformé en France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+. Sud Radio. Votre nouveau poltron sofa est plus proche que vous ne le pensez. Bien sûr Bruno, c'est la collection Je Mérite. Tant de canapés à 799 € seulement. Mais ça se termine samedi. Vous avez plus de 300 magasins pour l'essayer. Avec en plus 30% sur les modèles de la collection, comme en exposition. Poltron sofa, 30 anni di qualità. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Vous vous donnez un coup de boost tous les matins. Pour booster votre confiance, vous allez à la salle. Et votre épargne, elle, vous ne lui donneriez pas un coup de boost? En ce moment, à la Matmut, vous profitez d'un taux boosté à 5% sur votre assurance vie. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élu marque de l'année 2025. Taux de rendement hors prélèvements sociaux et fiscaux garantis en 2025 pour tout versement hors programmé réalisé du 1er avril au 30 juin 2025 au prorata temporis de la durée d'investissement. Limite et conditions de l'offre en agence et sur matmut.fr. Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 11 avril, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Renault. Artisans, commerçants, les zones de circulation à faible émission s'étendent et les règles changent. C'est parfois compliqué de s'y retrouver. En choisissant la gamme utilitaire Renault E-Tech électrique, vous êtes sûr de pouvoir vous déplacer partout et sans contrainte. Pendant les jours Pro Plus, du 2 au 11 avril, l'électrique est au prix du diesel. Véhicule utilitaire E-Tech électrique neuf, Kangoo Van, Trafic Van et Nouveau Master au même loyer que leur équivalent version diesel pour un contrat de crédit bail si accordiaque. Offre non cumulable réservée aux professionnels et valable du 1er au 30 avril. Voir conditions sur professionnel.renault.fr. Qu'est-ce qui fait aimer le mercredi après-midi à vos enfants?
c'est qu'ils adorent se défouler, quitte à faire de l'acrobranche avec les rideaux du salon, pendant que vous vous demandez comment vous allez ranger tout ce bazar. Alors pour les enfants qui ne tiennent pas en place, c'est-à-dire à peu près tous, chez Decathlon, on a conçu un trampoline avec des coussins et des filets de sécurité. Cette semaine, le trampoline Domios 300 est à 209,99 € au lieu de 269,99 €, soit 60 € de réduction. Decathlon, élu marque préférée des Français dans la catégorie enseigne de sport. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Christian Jamin, un petit jeu SM. Alors, je ne veux pas vous parler de sadomasochisme, hein, mais des petits jeux qui finalement sont assez anodins, mais qui peuvent exciter les sens. Alors, bien sûr, tout ça dans la confiance et dans le respect, c'est important. On ne va pas plus loin, mais on essaye juste de se faire plaisir, tout en étant sûr que on est dans le respect de l'un de l'autre. C'est pour ça que je conseille jamais ce genre de petits jeux avec un ou une inconnue et ni avec de l'alcool ou des drogues, parce que l'alcool et la drogue peut parfois nous faire aller plus loin que ce qu'on voudrait. Alors je conseille aussi d'utiliser un petit joker qui permet de dire stop à tout moment. Donc c'est un mot que vous mettez en place entre vous. Et puis ensuite vous pouvez par exemple pratiquer le bondage, hein, ça demande donc c'est d'être attaché avec de la ficelle. Attention parce que c'est pas on n'attache pas par exemple le cou parce que ça pourrait faire une strangulation évidemment. Donc il y a des précautions importantes. Et si vous vous sentez mal à l'aise, vous utilisez tout de suite le joker, hein. Il faut pas laisser monter l'angoisse dans ce genre de jeu parce que être attaché, avoir les yeux bandés, recevoir une fessée, ça peut être excitant, mais ça peut également ne pas du tout nous convenir. Il y a pas de jugement à avoir, hein. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. En revanche, mordre, griffer, s'attacher, se voiler les yeux avec un foulard, faire couler du thé chaud sur le corps, se caresser avec un glaçon, se donner une fessée avec une ceinture, c'est des choses qu'on peut tenter entre nous si on est justement encore une fois dans le respect et la confiance, et ça donne parfois une excitation nouvelle. Et on sait que dans la sexualité, de temps en temps, il faut amener un peu de surprise. Voilà. Rien à dire. Rien à dire qu'à imaginer. Eh bien voilà. Bon, alors Gaël, vous avez reçu ces œufs masturbateurs Joy Egg de la marque Blue Junker qu'on trouve bien sûr sur le site concordelove.fr. Eh bien, je vous écoute. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, déjà, en termes de packaging, alors ça se présente, c'est quatre œufs plastiques avec le masturbateur à l'intérieur, et chaque œuf est entouré d'un plastique de couleur. C'est ça. Et le truc, c'est que en fait, le plastique s'enlève. Ben oui. On se retrouve avec, donc ça c'est pas un problème, mais simplement il n'y a plus de couleur après sur les œufs, donc on se retrouve avec c'est tout blanc. Et donc du coup il faut un marqueur en fait tout bêtement pour repérer les différents œufs. D'accord. Oui. Sinon c'est la surprise à chaque fois qu'on ouvre. Alors ça peut être rigolo aussi, mais en tout cas, moi j'ai voulu prendre très au sérieux le test. J'espère bien Gaël. Hein. Du coup, alors je précise. Voilà. Alors je précise qu'il faut enlever le petit truc qui permet parce que ça c'est très dur et là en effet on peut pas rentrer grand chose dedans. Ah oui, pour le coup oui, en fait c'est juste. Non, ça c'est pour répondre à Christian qui tout à l'heure m'a dit oh là là mais c'est pour les tout petits pénis. Ah oui, non, effectivement, ou alors ça sert de dé à coudre, mais c'est plus pour les petits doigts là que pour le reste. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc une fois qu'on enlève, le packaging un peu bof quoi, et puis voilà, il y a cette histoire de couleur. Et puis ensuite, une fois que c'est enlevé, alors il y a différentes, on va dire, textures. Oui. Donc il y en a un, c'est plutôt des points. Alors tout est en anglais. Donc dots c'est pour points, waves c'est supposé être des vagues à l'intérieur. Cross c'est une espèce de ligne croisée. Et puis il y a game qui est un peu plus, je pense qu'il fait référence aux jeux électroniques un peu, donc avec des trucs un peu différents là. Alors oui, pardon. Non mais je regarde en quoi celui, parce que moi j'en ai ouvert qu'un pour et moi je regarde oui donc c'est des petites vagues, je sais pas trop. Ouais, des petites vagues. Alors précaution déjà, première précaution, il faut vraiment lubrifier. Il faut vraiment lubrifier, voilà, à base d'eau, parce que sinon on risque des gros problèmes d'irritation.
Voilà, et même en lubrifiant, comme j'ai fait un test extrêmement assidu, vous pouvez vous en douter. Nous n'en doutons pas. Juste... ça peut amener, quand même des irritations et. Enfin voilà, faut vraiment avoir conscience qu'il faut. Ça glisse. Il faut que ça glisse. Ouais, il faut vraiment beaucoup lubrifier. Avec un lubrifiant en haut, enfin là c'est comme tous les trucs en silicone. Et puis en termes de sensations, alors au début je trouvais qu'il y avait des différences entre les œufs. Mais franchement, ça se joue et pourtant, j'ai la sensation d'être assez sensible et de bien me connaître. Honnêtement, pour capter une différence entre les différentes textures, c'est à la marge, quoi. D'accord. Ouais, oui. Alors, on s'en doute. On s'en doute un peu, hein. Mais bon, est-ce que c'est des sensations très agréables? Est-ce que c'est mieux qu'une main, en quelque sorte? Alors, tout dépend de ce qu'on veut, on va dire. J'ai pas parlé d'une bouche, hein, j'ai bien parlé d'une main. Oui, j'ai bien compris. Ouais, j'ai bien compris. On va dire que si c'est pour éjaculer rapidement et avoir du plaisir de décharge, c'est plus efficace qu'une main. D'accord, quand même. Quand on commence à se connaître, moi j'ai fait pas mal de pratiques dans conscience et du coup j'ai perdu, c'est normal, hein, je perds un peu la sensation et on va dire la finesse de la sensation et du coup ça m'amène à des endroits, c'est plus un orgasme de décharge on va dire que des sensations où on part à oui, je comprends. Ou alors il faut que ce soit une femme qui l'offre et qui dit voilà, comme on n'est pas là, comme on se voit pas pendant une semaine, je t'offre de quoi penser à moi. Et là, peut-être que l'imaginaire et la fantasmatique fera son rôle, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça, et puis ça, c'est chacun qui le vit différemment. Et puis ça peut être joué à deux, évidemment. Hein, ça peut être rigolo. Oui, pourquoi pas. Oui. Voilà. Mais voilà, le point que je retiens, moi, c'est entre les quatre, franchement, c'est à la marge. Alors oui, il y a des sensations un peu différentes. Suivant qu'on comprime plus ou moins avec la main, suivant les profils à l'intérieur, on ressent des sensations légèrement différentes. Mais on va dire que grosso modo, ça fait à peu près le même effet et c'est efficace, quoi. Voilà. D'accord. Bon, merci en tout cas de l'avoir testé. Voilà. Quelle note vous leur donnez alors à ces œufs? Alors, par rapport au packaging, je leur mettrai 6 sur 10. 6 sur 10. Bon, en tout cas, c'est pas très cher. Hein. Vous avez les 4 pour 24,50 € et vous pouvez les retrouver sur le site concordelove.fr. Ces œufs masturbateurs Joy Egg de la marque Blue Junger. Et puis, je vous rappelle qu'avec le code promo Sud Radio 15, vous avez 15%, mais 15% sur tout le site, évidemment. Merci beaucoup, Gaël. Et ces œufs, eh bien, c'est l'un d'entre vous qui nous écoute et qui aura envie de participer à l'antenne, qui recevra en échange donc ce packaging. Eh bien, nous avons Paul de Vambre qui est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour Paul. Alors Paul de Vambre, d'abord bravo, j'ai été voir votre spectacle à Bobino, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors évidemment c'est drôle, mais surtout, et c'est en ça que j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller vous voir. D'abord il n'y a rien de faux, hein. Vous parlez bien des relations entre hommes et femmes et de nos différences. Et puis c'est fait avec intelligence, avec humour et j'ai trouvé que le public dans la salle était très attentif et je crois que ça leur apporte beaucoup. Et j'ai vu des couples qui échangeaient, qui se donnaient des petits coups de coude et je pense que ça peut vraiment être une très très bonne thérapie de couple dans la bonne humeur et donc bravo à vous. Merci Brigitte, c'est sympa. J'ai bien sûr vu tous vos spectacles et franchement même si on a vu le premier, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a d'autres petites choses. Il y a des surprises. Il y a des surprises, absolument. Donc vous êtes à Bobino jusqu'au 26 avril, du jeudi au samedi à 19h. Et alors moi j'ai beaucoup aimé, et ça correspond énormément à l'émission qu'on fait aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé votre histoire de vague. Quand on est dans la vague descendante en tant que femme, l'homme doit surfer. Il doit surfer. Il doit ramer. Il doit l'accompagner dans la descente. C'est vrai que souvent les hommes ont tendance à couper la vague un petit peu en disant, voulant la rassurer ou en apportant une solution, ou en étant en colère parfois aussi parce qu'ils disent mais pourquoi t'es dépressive, t'es chiante comme ça. T'es chiante comme ça.
sois heureuse, regarde tout ce que je fais pour toi, pourquoi est-ce que tu vois pas tout ce que je fais? Et donc oui, c'est un petit décodeur, un décodage qui est important de comprendre que le féminin a besoin il y a des hauts et des bas, de temps en temps ça va bien, et puis de temps en temps il y a un trop bien émotionnel, elle a accumulé plein de petits stress de la journée, du quotidien, tout ça, et elle a juste besoin d'ouvrir les vannes pour lâcher ce trop plein là. Donc c'est important de le comprendre. Oui. Et en même temps, il faut quand même être un peu présent, sinon elle va croire que qu'on l'aime plus. Alors vous donnez le mode d'emploi, quoi, avec beaucoup d'humour, évidemment. Et donc c'est ça. Donc l'idée, c'est d'être attentif jusqu'au bout à ce qu'elle dit, parce que très souvent les hommes pas parce qu'ils sont avec leur télécommande de la télé où ils envoient des textos et des messages, et donc là la femme va dire tu ne m'écoutes pas, et les hommes qui ont un peu d'expérience répondent assez systématiquement oui, même je t'écoute et je peux même te répéter ta dernière phrase. Et donc ça fonctionne pas, évidemment. Il faut rester attentif et empathique. Mais en fait, la clé là-dedans pour un homme, le décodeur qui est important, c'est de comprendre que quand une femme descend cette vague, ça n'a rien à voir avec lui. En fait, il a tendance à le prendre personnellement comme une critique, comme un reproche, et donc il veut se justifier. Et donc quand on sait que ça n'a rien à voir avec nous, c'est juste, voilà, c'est une femme. Comme ça, c'est une femme, voilà, c'est juste ce fonctionnement-là, et donc comprendre et décoder le fonctionnement est très très important pour ne pas monter dans les tours, les décoder. Oui, Christian, vous voulez réagir? Non, j'essaye de boire les paroles pour essayer. Oui, c'est pareil quand vous racontez que quand une femme parle de ce qu'elle a vécu, par exemple dans la journée, etc. Elle a juste besoin d'exprimer ses émotions, et il faut pas tout de suite lui dire t'as qu'à ou faux, etc. Parce que boulot, t'as qu'à, faut qu'on, il suffit de. Non, c'est très marrant. Mais ce qui est que, comme vous le dites, c'est ce qui est génial, c'est que c'est pas, je veux pas porter des vérités ou quoi, c'est un décodeur, et puis après l'idée, c'est vraiment que chacun puisse discuter après de ce qu'ils ont entendu, et que, comme vous le dites déjà dans la salle, c'est ça qui est très drôle, c'est de voir déjà les coups de coude, les gens qui se retrouvent là-dedans, et puis qui se reconnaissent, qui ont envie de discuter entre eux. En fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les conversations dans les couples, et donc c'est très sympa. Puis il y a ce qui est chouette aussi, il y a parfois des femmes qui viennent toutes seules au début parce qu'elles se disent je sais pas s'il va aimer et tout, et 2 jours après elles reviennent avec leur chéri ou leur chérie. Donc oui, parce que comme ça vous transmettez tous ces messages à leur mec, et elles n'ont pas besoin de. Voilà, peut-être qu'elles n'ont pas réussi à le faire elles-mêmes. Mais c'est toujours beaucoup plus facile quand c'est une tierce personne, et justement dans l'idée du spectacle, c'est dit justement de manière légère et drôle et tout, donc il n'est pas du tout accusateur. Et donc, cela dit, les hommes en prennent pour leur grade aussi. Oui, tout le monde. Il n'y a pas que les femmes. L'égalité existe dans le spectacle de Paul Devant. Oui, tout à fait. Bon. Non, je prône l'égalité dans le respect de nos différences, dans le respect de ce qu'on est, justement. C'est pour ça. C'est pas la déconstruction, c'est le bilinguisme. Exactement. Merci en tout cas, Paul Devendre. On vous retrouve à Bobino jusqu'au 26 avril, du jeudi au samedi à 19h. Il y avait beaucoup de monde jeudi soir, donc c'est presque complet. Donc si vous avez envie d'y aller, ne traînez pas trop, parce que sinon ça sera peut-être plus. Voilà. Merci beaucoup, Paul. À très vite. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Une petite pause et puis on va conclure dans un instant. Christian Jamin, déjà, oui. Tiens, on n'a pas parlé du poids et des hormones. Tiens, on va en parler juste après la pause. Demain, avec Patrick Daquet, nous évoquons le chamanisme. Est-ce un moyen de se découvrir, de retrouver sa nature profonde et de s'ouvrir au monde? Venez en parler avec nous, appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors on va donner la parole à Caroline, Christian Jamin, mais juste un tout petit point justement sur le poids et les hormones. C'est aussi un vrai sujet, ou peut-être qu'on abordera une prochaine fois, mais il y a aussi plein de questionnements à ce sujet. En 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors je peux dire que les hormones, c'est des messagers chimiques qui permettent de communiquer d'une partie du corps ou d'une cellule à l'autre, qu'il y en a des milliers dans le corps. Et on n'a pas encore, on avance aujourd'hui avec dans la régulation du poids avec les hormones, et en particulier la régulation du métabolisme du sucre. Mais il n'y a pas beaucoup de preuves que les hormones dont on parle aujourd'hui, qui sont
qu'une petite partie des hormones, c'est-à-dire qui sont liées à la reproduction et des rôles majeurs dans le poids. D'accord. On sait en tout cas que le poids parfois est dû, puisqu'on parle des kilos émotionnels, parfois le poids est aussi très très fluctuant chez les femmes, peut-être encore plus que chez les hommes. Et ça, ce sera peut-être le propos. Alors, il y a poids et rétention d'eau, c'est des notions très différentes, parce que quand on parle de poids, on parle de graisse, et la rétention d'eau, ça augmente le poids aussi. Donc tout ça est très très complexe. Et oui, parce que c'est normal qu'on n'en ait pas parlé ici. C'est pour ça qu'il faut se peser le matin, parce que après on a de l'eau, on a plus d'eau. Voilà, j'expliquerai ça la prochaine fois. D'accord, ce sera la prochaine fois que vous venez, on en parlera. Caroline, bonjour, c'est avec vous qu'on va conclure. Merci d'être avec nous, Caroline. Merci. Je vais commencer justement pour conclure l'émission de vous dire aussi, moi aussi, merci pour cette émission. J'ai entendu beaucoup de remerciements dans les témoignages précédents, parce que je trouve que sur ce sujet, expliquer et en parler, c'est le meilleur moyen de faire avancer les choses. Comme disait Christian Jamin, pour ne plus jamais avoir de femme qui pense avoir un grain, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que je vois trop, moi, de mes amis où on n'ose pas en parler. Donc déjà, nous, en premier, les femmes, à nos praticiens divers et variés. Et d'autre part, j'étais curieuse d'entendre l'avis du docteur Christian Jamin sur, justement, vous avez dit tout à l'heure que le rôle du médecin est de combattre les maladies, mais j'ai l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, vous saurez probablement mieux que moi, qu'il faudrait déjà faire des études fondamentales en amont. Je vous ai entendu un nombre incalculable de fois dire c'est pas prouvé du tout, on sait pas, les travaux pas achevés, sur des interactions qui sont certes complexes, mais qui sont bien étudiées sur d'autres métabolismes. Vous savez, Caroline, je vais vraiment rendre hommage à Christian Jamin, que je connais depuis très très longtemps. Il fait les choses parce qu'il aime les femmes et par son désir de transmettre. Et on faudrait plus que lui. Et il faudrait plus de gens comme lui pour qu'on avance. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont un petit peu plus intéressés par autre chose que le bien des femmes, voilà. Mais je voudrais vraiment, je peux répondre de Christian Jamin parce que je le connais vraiment bien et je ne l'ai jamais vu faire autre chose que dans cet esprit de faire du bien aux femmes et de transmettre son savoir. C'est pour ça que votre émission est d'utilité publique et encore plus sur ce sujet-là. Mais voilà, moi de mon côté, j'ai trouvé une application qui s'appelle Omena, là, qui est sortie en France il n'y a pas très longtemps, et qui pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on peut manger ou quel exercice on peut faire à la ménopause, en périménopause, etc., qui est assez bien faite, et on peut même demander des conseils à une gynécologue obstétricienne sur des questions assez précises, quoi. Mais il n'y en a qu'une, par exemple. Il y a, voilà, sur toute l'application, il y a des praticiens de bien-être qui entourent, etc. Et sur les médecins, à proprement parler, voilà, j'ai entendu, il y en a certains qui prennent pas en compte sérieusement. Il faut trouver un médecin qui s'y intéresse. C'est quand même assez dingue de se dire que notre propre gynéco ont des sons de cloche différents. Christian Jamin a aussi parlé peut-être d'un débat au ministère qui va pas tarder à sortir. Ça serait pas mal, parce que c'est vrai que je trouve qu'on est dans une nébuleuse au niveau médecine, les femmes, sur ces questions-là. Qui est quand même assez. Alors, moi, je suis très en colère contre ça, quoi. Oui, mais en même temps, c'est là où et Christian l'a bien dit, c'est que presque chaque femme est un cas particulier. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi Ouais, je trouve que c'est une bonne excuse. Oui, bien sûr, le complexe hormonal d'une femme est plus. J'ai un doctorat en physiologie, donc je sais un peu de quoi je parle, et je trouve que voilà, pourquoi sur le métabolisme du sucre et le diabète, on a des choses incroyables, et que là, quand on va chez notre gynéco et qu'on lui dit peut-être que je suis peut-être en périménopause, qu'est-ce que vous en pensez, elle vous dit écoutez, c'est trop compliqué à savoir, on verra plus tard. Et puis, c'est pas une réponse. Voilà, moi j'ai une amie là, elle a mis 5 ans à se faire diagnostiquer une ménopause précoce. À 35 ans, elle a été ménopausée, alors que sa mère c'était pareil, etc. Mais comme on n'en parle pas, comme elle a mis du temps à trouver un médecin qui était compréhensif, c'est le parcours du combattant, de la combattante plus exactement. Ouais. Oui, Christian, allez-y. Oui, le parallélisme avec le métabolisme du sucre. Tout à fait d'accord avec vous, sauf que dans les métabolismes du sucre, de tas de choses, il y a des mesures possibles. Dans ce dont on vient de parler, les mesures sont il n'y a pas de mesures, donc il faut être très
prudent dans les analyses parce qu'on travaille sur du vivant et pas sur des chiffres. Je rappelle ce que disait Christian Jamin en début d'émission, vous n'étiez peut-être pas déjà en train d'écouter, Caroline. Il faudrait mesurer dans le cerveau le taux d'hormones. Et ça, on ne peut pas le faire. Du sucre aussi, on le fait pas. Et ça, le sucre agit aussi beaucoup sur les hormones cérébrales. Mais sur tout ce qui est en amont, on comprend moins bien le mécanisme qu'autre chose, parce que ça atteint les femmes, et que les femmes, c'est moins intéressant. Mais c'est pas nouveau. Je pense pas. Non, Caroline. Caroline, on peut pas. Comment a été découvert l'aspirine ? On a fait les premières études d'aspirine que sur les hommes, et pendant quasiment 20 ou 30 ans, on donnait de l'aspirine aux États-Unis notamment, une par jour aux gens qui avaient pour diminuer leur taux Non, mais Caroline, il y a bien sûr des études qui ont plutôt été faites sur les hommes, sur des femmes ou sur les femmes. Je vais juste vous donner une info que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a eu des études qui ont été faites pendant les guerres avec les hommes qui étaient en train de crever sur les champs de bataille. Vous voyez, donc c'est que maintenant là il y a un problème, et c'est vrai que je trouve qu'il y a moins. Mais vous avez raison aussi. Non, mais ce qu'il faudrait. Alors, voyez, Caroline, moi, je vais vous dire, à ce moment-là, il faudrait déjà que les femmes arrêtent de croire qu'un homme et une femme, c'est pareil. Et à ce moment-là, on pourrait avancer. Non, je sais bien que vous l'avez jamais dit, mais c'est ce qu'on entend quand même beaucoup. On sait par exemple sur le plan des infarctus, c'est pas les mêmes symptômes chez les femmes que chez les hommes. On avance, mais pour ça, il faudrait déjà que tout le monde accepte qu'un homme et une femme, c'est pas pareil. Et je pense que si les institutions et notamment de recherche et plus haut déjà faisaient un effort là-dessus, on verrait les choses différemment. En dessous à dire qu'on est tous différents. Là, c'est même pas de ça qu'on parle. C'est pourquoi c'est moins étudié chez les femmes. C'est quand même dingue. Je peux y apporter quelques éléments de réponse. La première chose, c'est que pendant très longtemps, on a eu peur de faire des études chez les femmes parce qu'on avait peur de la grossesse. Et on avait peur que les études de médicaments, en particulier que l'on faisait de les faire chez les femmes au cas où elles seraient enceintes. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'on l'a dit tout au long de cette journée, c'est que la femme a des fluctuations hormonale, et que donc très probablement les tests ne seront pas les mêmes en fonction de la date du cycle, alors que chez l'homme c'est cette espèce de rouleau compresseur qui est toujours stable. Oui, c'est plus linéaire, c'est sûr. Donc c'est plus complexe, bien sûr, mais c'est pas une raison pour pas le faire. On peut facilement regarder si une femme est enceinte, on peut très facilement regarder. Aujourd'hui, oui, mais il y a 30 ans. Et c'est pas parce qu'elle est pas enceinte au début du traitement qu'elle n'y sera pas à la fin. On fait un test à chaque fois, oui, ça coûte de l'argent. Ouais. Mais c'est pas qu'on fera un test à chaque fois, c'est qu'on aura peut-être transmis quelque chose au fœtus. Donc on est très prudent par rapport à ça. Encore une fois, il faut continuer. J'ai eu moi-même, il y a une trentaine d'années, l'idée de créer un centre de pharmacologie spécial femmes où on tenait compte de tout cela, mais j'ai pas été suivi. Voilà. Donc on peut pas accuser Christian, en tout cas ça c'est sûr. Merci beaucoup Caroline, et puis merci surtout à vous Christian. Je crois que vous avez fait une émission qui devrait être remboursée par la Sécurité sociale. On me le fait souvent, donc je vous le fais. Voilà. On va aller appeler notre ministre de la Santé. Peut-être qu'elle ferait bien de vous rencontrer. Mais d'après ce que je sais, les choses vont bouger dans les jours, si ce n'est les jours qui viennent. On va suivre ça. Merci beaucoup en tout cas Christian Jamin. Et puis tout de suite vous retrouvez bien sûr Alexandre pour Dolovan pour C'est votre avenir. Demain on sera avec Patrick Daquet. On va aussi aborder un sujet assez particulier. On va parler de chamanisme. Est-ce que c'est un moyen de se découvrir, de se libérer de ses peurs? Et puis je reviendrai aussi sur parfois certaines expériences chamaniques qui permettent de dépasser des traumatismes d'enfance, et on verra ce qu'il nous en dit demain. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.